Quand on voit des images comme ça, on se dit, bah oui, c'est normal, on s'est toujours battu, on s'est toujours fait la guerre, et vous nous dites absolument pas, c'est inimaginable. Ça n'existait pas, ça. Alors en tout cas, on n'en a aucune preuve archéologique crédible. En général, quand il n'y a pas de preuve archéologique, ça pose un petit problème. C'est que ça n'a pas dû se passer. Bah, c'est justement par rapport, pour les périodes anciennes, il n'y a pratiquement pas de traces de blessures. Et leur mode de vie n'est pas du tout ce qu'on se représente dans les dessins animés avec l'homme, sa massue et traînant sa femme par les cheveux. La bande dessinée Raon qui a plein d'enfants qui... Raon, c'est plutôt un héros positif. Oui, mais enfin, ils n'arrêtaient pas de se battre. Globalement. Et puis il faut ajouter, si vous le permettez, il faut ajouter que c'est une vision aussi qui est basée sur tout un mécanisme de l'époque, de la construction de l'image préhistorique. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nos ancêtres soient violents, soient archaïques, puisque nous sommes issus de toute une évolution positive. Donc je crois que c'est aussi quelque chose qui est porté depuis très longtemps. Jean-Paul Demoule, vous aussi, en tant qu'archéologue, et sur le territoire français, vous n'avez trouvé de traces de violence, et particulièrement de violence collective, qu'à partir du moment où on se sédentarise, à partir du moment où en fait il y a la propriété privée, et que là tout à coup il y a des inégalités et des chefs. Oui, c'est-à-dire s'il y a pu y avoir des phénomènes ponctuels de violence très probables, des faits divers de temps en temps qu'on peut observer aussi dans les sociétés traditionnelles, la guerre en tant qu'institution, elle apparaît qu'au bout d'un certain temps de l'agriculture et de l'élevage, ce qu'on appelle le néolithique. Le néolithique en Europe, ça commence vers 6000 ans avant notre ère, et les phénomènes guerriers commencent vers 4500, 4000 à peu près. Donc concrètement, ça veut dire que... Avant, pendant des millions d'années, c'était la paix. Bah, c'était de temps en temps peut-être des scènes de ménage ou des tueurs fous comme il y a encore chez les Esquimaux, etc. Mais vraiment ponctuellement. Mais là, ça s'institutionnalise, c'est-à-dire que les villages qui au début sont installés dans les endroits les plus favorables, en plaine, près des rivières, etc. Ben, il y a un moment où on les voit qui se mettent dans des endroits beaucoup plus inconfortables, sur des collines, qui s'entourent de palissades, de fossés, et où on voit... Et là, ça ne s'arrêtera plus jamais. Et une partie des inventions techniques qu'on fera, comme le métal, vont servir à mieux tuer son semblable. Donc c'est l'idée de dire c'est dans la nature humaine, c'est faux. Il y a une agressivité qui concerne en général plutôt les mâles, mais qui est très ponctuelle, hein, et qu'on observe en tout cas pas. Et c'est seulement avec cette généralisation, le fait d'avoir des territoires délimités, l'accumulation de la population, parce que la conséquence directe de l'agriculture et de l'élevage, ça va être le boom démographique. Les chasseurs-cueilleurs sont peut-être quelques centaines de milliers d'individus sur l'ensemble de la planète. Là, on va... Oui, puis les inégalités, l'esclavage, comme vous dites, à partir du moment où on commence à avoir des champs de plus en plus grands, on a besoin d'esclaves, donc on va aller faire la guerre à la communauté d'à côté pour lui voler des esclaves. Mais je crois qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est à un tournant. Quand on passe de chasseur-cueilleur à prédateur, évidemment, prédateur va à producteur, évidemment, il y a un grand changement, la sédentarisation, l'explosion démographique, mais en même temps, tout va changer, c'est-à-dire que la structure sociale aussi va changer. Et donc, c'est multiforme, en fin de compte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça n'a pas toujours existé. Alors là, je me tourne vers vous, Charles Zaka, puisqu'on avait toujours cette... On pense qu'il y a eu une grande querelle philosophique entre, d'un côté, Rousseau, qui disait, on lui reproche le mythe du bon sauvage, il disait les sauvages, ils étaient, enfin les sauvages, nos ancêtres, qui n'étaient pas si sauvages, nos ancêtres en fait, ils vivaient en paix, ils étaient très gentils, ils avaient des passions tièdes, comme il disait, et puis en face, il y a Hobbes qui disait, mais pas du tout, l'homme a toujours été un loup pour l'homme, la guerre a toujours existé, et ça faisait longtemps qu'on trouvait que Rousseau, vraiment, il était un peu ridicule avec son bon sauvage, et que Hobbes avait raison, et finalement, ce serait Rousseau qui aurait raison, alors. Je vous réponds. Rousseau a raison sur beaucoup de points. Tout ce que je viens d'entendre et qui est très intéressant se trouve dans Rousseau. Alors, Rousseau n'avait pas fait des enquêtes préhistoriques ou archéologiques, pas du tout. Mais ce que j'entends là se trouve dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, à la lettre. Rousseau montre au début du deuxième discours comment il y a une mutation dans l'existence humaine qui vient de l'agriculture. Et il dit premièrement l'agriculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enclôt un champ. Parce que quand on est chasseur, on n'enclôt pas un champ. On va chasser où les bêtes se trouvent. Tandis que quand on devient
agriculteurs, on enclôt un champ et on dit ceci est à moi. Et quand on enclôt le champ, on doit le protéger pour récolter la récolte qui a été plantée auparavant. On fait la guerre, on prépare les arbres. Voilà commence avec la métallurgie à la fois la propriété et la guerre. Et comme vous le disiez tout à l'heure, d'une certaine manière, logiquement, ça vient l'inégalité qui va C'est pas moi qui l'ont dit, hein, ce sont eux. Non, mais je veux dire, voilà, ces travaux apportent la preuve expérimentale, si on peut dire, d'un certain nombre de choses que l'on trouve absolument chez Rousseau. Alors maintenant, vous m'avez posé la question de la différence de Hobbes et de Rousseau. Elle n'est pas si grande que ça. Hobbes ne dit pas que l'homme est méchant Mais non, toujours. l'homme, homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme, qui reprend un Pline l'Ancien d'ailleurs. Cette expression-là, il faut la remettre dans son contexte, qui est le contexte hobbesien. Chez Hobbes, l'homme n'est pas naturellement méchant. Il le dit et il le répète. Il n'y a pas de pulsion humaine à la guerre. Mais absolument pas. En revanche, ce qu'il explique, c'est la manière dont la guerre naît des relations interhumaines. Elle naît des relations interhumaines en vertu d'une dynamique qui fait que les désirs des hommes vont progressivement se porter tous sur le même objet. De telle sorte que ce n'est pas, au bout d'un certain temps, ce n'est pas tant l'objet qui fait le désir que le désir de l'objet qui fait l'objet désiré. Et donc, finalement, plus il y aura de gens qui vont désirer un objet, plus il y en aura encore davantage. Et c'est ça qui va produire la guerre. Et la preuve textuelle absolument irréfutable, c'est que dans le chapitre 11 du Léviathan, par exemple, Hobbes montre comment les passions des hommes peuvent soit tendre à la paix, soit tendre à la guerre. Donc dans le comportement humain, il y a l'idée d'un comportement ambivalent. Et simplement, il va montrer ensuite qu'en vertu de la rivalité, de la défiance et de la recherche de la gloire, ce monde humain va tomber dans la guerre. Donc, qu'est-ce que dit Rousseau? On commence par, comme on dit généralement, le bon sauvage. C'est-à-dire que l'homme n'a pas d'agressivité du tout. Au contraire, la pitié à l'égard des l'empathie, des autres. vous insistez beaucoup sur l'empathie. Sans l'empathie, on n'aurait pas survécu. Et ça va loin comme ça. Mais qu'est-ce qu'il montre en même temps, Rousseau? Qu'à un certain moment, il va y avoir, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, les transformations matérielles, il va y avoir une modification, ça a été dit aussi, dans les comportements humains, dans la société humaine, et à ce moment-là vont apparaître des passions qui n'existaient pas auparavant. Des passions comme l'envie, la jalousie, le désir de gloire, et c'est ces passions-là qui vont porter les hommes à rentrer en guerre. Donc, certes, Rousseau, c'est la même chose que Hobbes, mais là aussi, on a là, alors c'est pas fondé sur une expérience, mais c'est fondé théoriquement sur une conception de la nature humaine, et ni d'un côté ni de l'autre, on ne peut comprendre la violence comme simplement une sorte d'inscription naturelle, une tendance spontanée c'est même, pardon de vous interrompre, mais c'est même une petite révolution, parce que tous ces derniers temps, si vous demandez aux gens dans la rue, la guerre a-t-elle toujours existé, l'homme est-il naturellement violent, j'imagine que vous avez écrit des articles comme nous tous sur le sujet Laurent Geoffrin, on dit a priori, on est tous portés à penser on s'est servi du gourdin, puis de l'arme, puis de la bombe atomique, exactement dans la foulée. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, moi qui suis un social-démocrate un peu naïf et un peu mou. Finalement, les études préhistoriques vont dans mon sens. Je suis très content. Mais alors, il y a une mauvaise nouvelle quand même. Il n'y a pas que les mous qui vont dans ce sens-là. Hein. Puisqu'on parle d'Hobbes, on parle de trucs, ce ne sont pas des mous. Les hommes préhistoriques, donc, étaient de mon avis, je puis dire. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que pour avoir un socialisme démocratique dans la liberté, au fond, il faudrait qu'on retourne tous à l'âge de pierre. Sûrement ça, pas. c'est un peu un problème. Sûrement oui, pas. c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez? Sûrement pas. Pas du tout. Mais c'est qu'on est. Il faut. Jean-Paul de Maulle, vous dites en plus qu'il se nourrissait mieux que nous. Oui. Il vivait dans l'abondance. Ils étaient, enfin, les chasseurs-cueilleurs travaillaient beaucoup moins que nous. Et diététiquement, ils mangeaient ce qui était adapté pour eux. Alors qu'à partir du néolithique et de l'agriculture, on a commencé à dévier progressivement de ce pourquoi on était fait. Donc il ne s'agit pas de retourner à la préhistoire, mais il s'agit de comprendre notre préhistoire pour pouvoir comprendre notre présent. Et aussi bien d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire pas manger n'importe quoi, mais aussi d'un point de vue social, c'est-à-dire de ne pas penser que
La violence, la guerre, Ah l'inégalité bah, je suis est d'accord, une bien sûr, fatalité puisqu'elle est C'est historiquement l'idée des datée. droits de l'homme. Bien sûr, oui. Jeanne Linian. Oui, en fait, il y a une correspondance chronologique assez frappante et vraiment très intéressante sur cette question du néolithique. Comment le néolithique redevient finalement un enjeu politique de discussion. Là, on dit, finalement, voilà, on peut Le néolithique, dire que... il faut dire, quand c'est le néolithique, c'est le moment où... On invente l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire... Voilà, donc c'est 5000 ans avant Jésus-Christ en Europe. Pour l'Europe, En Europe. Oui. En Europe, en France. Et en fait, quand on regarde les débats sur l'écologie, il y a une notion qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, qui est la question de l'Anthropocène. Je crois que vous avez vu récemment quelqu'un... On en a parlé dans cette émission. Voilà, vous en avez parlé. Donc en gros, l'idée que globalement, l'activité humaine a un tel impact sur la planète qu'on est en train de changer d'ère géologique. C'est-à-dire que l'homme est devenu une force tellurique, tellement son impact est gigantesque sur son environnement naturel. On va en parler d'ailleurs dans 5 minutes. Mais juste là le rapport avec ce qu'il disait à l'instant, c'est qu'il y a une bataille aujourd'hui d'historiens pour essayer de dater ce phénomène anthropocène, et certains le font remonter au néolithique. Mais non. Non mais et dans peut dire l'idée, n'importe quoi. non mais est-ce que c'est alors vous dites c'est n'importe quoi? Non, mais je travaille avec des climatologues, je travaille avec des trucs. Donc c'est il y a 50 ans, c'est après la guerre. C'est un débat plus compliqué, mais ouais, je ne vais pas vous refaire le débat Imaginez anthropocène. l'homme Mais sur l'idée, néolithique qui transforme le... Cela dit, Jean-Paul Demoule va vous dire que la pollution date du néolithique. mais oui, sur la civilisation, La Les pollution premières dans les- pollutions. change de dans rapport les à glaces. la nature. Qu'on mesure dans les glaces du pôle, ça remonte à cette époque. oui. Les premiers phénomènes de ravinement des sols, c'est l'agriculture et Mais l'élevage. l'anthropocène, c'est l'idée que l'homme modifie Oui. et qu'on passe Mais une c'est à autre très long ère terme. géologique. C'est à très long terme. Mais Bon, ça, enfin, on ça- ne va pas refaire un débat sur l'Anthropocène, on l'a déjà eu. Mylène Et donc c'est la Patoumatis. force politique, le contemporain Non, politique mais du je néolithique. voudrais revenir sur quelque chose qui est très important. Jean-Paul en a parlé, c'est-à-dire que sur la violence primordiale, c'est-à-dire que ça a été quand même quelque chose qui a été rabâché. Et je crois qu'il faut faire justement très attention à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été construit, notamment au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et en fin de compte, c'est ce que j'appelle, moi, cette violence primordiale, notamment René Girard en a beaucoup parlé, ou bien on pourrait prendre la horde primitive de Freud aussi. C'est-à-dire que ce sauvage intérieur, c'est une construction. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une construction mentale, et ce n'est pas une réalité ni anthropologique ni archéologique. Et c'est important de le souligner, parce qu'en fin de compte, ça a énormément marqué au XIXe siècle et au XXe siècle, ça s'est poursuivi, les esprits. Et je pense que c'est pour ça qu'encore maintenant, il y a beaucoup de références à ça, parce qu'en fin de compte, ça dédouane. C'est-à-dire que moi, je dis c'est l'éternel alibi de nos débordements. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se sert de ça pour dire on ne peut rien faire, puisque c'est la part d'animalité, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, d'animalité en nous, qui fait que nous sommes violents. Non, nous sommes agressifs. Heureusement, ça c'est la survie. Mais nous ne sommes pas violents. La violence est construite, et elle est construite justement quand on va montrer que l'autre est l'adversaire, l'autre devient l'ennemi. Et on construit comme ça cette violence. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et justement, c'est ce qu'on ne retrouve pas très profondément au niveau du temps et de l'espace. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même ciblé dans un temps relativement récent et surtout dans les pays occidentaux. On va passer à une autre forme de violence, celle que nous infligeons à notre environnement.